Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiffe un film. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Yves Boisset au travers de l'un de ses films les plus populaires, Dupont-la-Joie. Réalisé en 1975, Dupont-la-Joie est un film saisissant qui dépeint une partie de la société française à son époque. En 1973, la France connaît une vague de violences xénophobes, principalement axée à l'encontre des populations maghrébines. Dans le midi de la France, notamment à Grasse et à Marseille, des travailleurs maghrébins sont agressés et même tués. Un été meurtrier qui va inspirer Yves Boisset, qui est déjà connu pour ses films populaires et surtout engagés. Dupont-la-Joie est avant tout une comédie dramatique choc qui fait polémique. Yves Boisset va s'entourer d'un casting de comédiens célèbres. Jean-Pierre Mariel en Léo Tartafione, inspiré de Léon Zitrone, Victor Lanoux, en ancien para de l'Algérie française, qui joue le rôle d'un fier à bras raciste qui n'a pas digéré la déculottée des Français en Algérie, mais aussi la toute jeune Isabelle Huppert dans le rôle de Brigitte. Pierre Tornade, Jean Bouise, Robert Castel et Jean Carmet en Georges Lajoie. Bref, une vraie poignée de comédiens qui d'ordinaire interprètent des personnages sympathiques aux yeux des spectateurs français. Le film rayonnera aussi par la présence de Mohamed Zinet, acteur et réalisateur algérien qui interprétera le rôle du frère de Saïd. C'est un acteur prolifique qui est aussi fondateur du Théâtre national algérien. Il sera aussi l'assistant réalisateur de Gillo Pontecorvo sur le magnifique film La bataille d'Alger. Yves Boisset est un réalisateur engagé et peut-être le dernier réalisateur de haut niveau à faire de la politique ouvertement dans ses films. Boisset travaille tout le temps dans ses films à une orientation politique en traitant souvent de l'actualité française. Il effrite les esprits, confronte souvent les politiques face à leurs décisions dans le réel au travers de ses fictions. En faisant des films tels que Un Condé, L'Attentat, qui est une parabole de l'affaire Ben Barka, Le juge Fayard dit le shérif, inspiré de l'assassinat du juge François Renault en 1975, il sera très vite qualifié de réalisateur très à gauche. Il est un des tout premiers réalisateurs français à aborder la guerre d'Algérie avec son film RAS. Ces films sont régulièrement soumis à la censure d'État avant leur sortie. On lui doit aussi des films tels que Le Prix du danger, Canicule, Bleu comme l'enfer, La femme flic ou Radio Corbeau. Dupont-la-Joie, le héros du film, si on peut l'appeler ainsi, est un Français moyen. Amateur de charcuterie, de vin rouge, il est spontané, bon vivant, et navigue volontiers entre le chauvinisme et le racisme. Un racisme diffus, comme celui qui imbibe la France ou qui galvaude les discours de certains hommes politiques en mal de plateau télé. C'est ce que l'on appelle le racisme ordinaire, souvent relayé par les Français moyens qui, dans leurs discussions, rêvent de paraître brillants ou engagés devant leurs amis. Ma parole, il se fout de ma gueule. Quoi? Qu'est-ce que tu fous ici au lieu d'aller balayer dans la rue? Ça va, hein? Ça va, mais c'est là. Je comprends pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. Quel compte t'avais toujours payé d'avance? Bon, c'est vrai, ça, ils viennent bouffer chez nous, puis par-dessus le marché, ils se foutent de notre gueule. Où est-ce qu'on va travailler chez eux, nous? Ouais, t'as raison, d'abord, s'ils étaient capables, ils seraient pas balayeurs. Enfin, brigadier, ici, la police est toujours la bienvenue. Le film Dupont-la-Joie sera un succès public et polémique et reflète une France d'hier et peut-être d'aujourd'hui. Nous sommes en 1973. La France subit un changement profond car le glas des 30 Glorieuses vient de sonner et les Français vont découvrir le chômage. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas publie les circulaires Marcellin-Fontanet qui restreignent la circulation des immigrés maghrébins sur le territoire, pourtant autrefois fortement encouragés par le patronat et la finance. Une mesure qui va faire passer 83% des travailleurs migrants dans la clandestinité et de fait renforcer leur précarité. Victimes de la crise économique qui frappe toute la France, les ouvriers maghrébins souffrent de discrimination quotidienne. Certains cafés leur sont interdits et des commerçants leur refuseront tout bonnement l'entrée. Face à ce climat délétère et au contrôle incessant de la police, les travailleurs nord-africains réclament des salaires décents, des cartes de travail et surtout du respect. Mais les revendications des travailleurs immigrés ne plaisent pas à tout le monde. Le 12 juin 1973, à Grasse, sur la côte d'Azur, une manifestation des travailleurs tunisiens vire à l'expédition punitive. Des petits commerçants de la ville, soutenus par le groupe d'extrême droite Ordre Nouveau, ancêtre du Front National, se livrent à une véritable chasse à l'homme qui fera 5 blessés dont un très grave. Nous, travailleurs immigrés de toute nationalité, nous devons faire les travaux les plus durs, les horaires les plus longs, au salaire le plus bas. Nous sommes des travailleurs, 2/3 de la production de l'automobile, 3/4 des constructions privées et publiques.
Et 50% de la production de charbon, c'est nous qui la crions. Je travaille 10 heures par jour, 11 heures par jour. Et ben normalement, on travaille 8 heures. Quand on travaille de plus, il faut qu'il nous paye le supplémentaire. Et ben lui, il ne nous paye pas. Il dit, si tu veux travailler, tu peux travailler, si tu ne veux pas, tu ne travailles pas. Mais attention, dans ce contrat de travail, il était stipulé, en toutes lettres. Et ça, en tant que secrétaire du comité d'entreprise, je n'en étais pas ignorant. Je m'étais élevé, d'ailleurs. La démonstration que la CGT ne prend pas la défense des émigrés aujourd'hui et de toujours. Il était stipulé dans ce contrat que le titulaire du contrat ne devait participer en aucune façon à l'activité politique et syndicale en France. Par exemple, moi, quand je sors, je ne peux pas sortir tout seul. Par exemple, s'il m'attrape 2 ou 3, je ne peux pas faire comme ça. Par exemple, si je sors la nuit, je demande à mon cousin ou à mon copain, l'autre, qu'on sort ensemble. Comme ça, quand nous sommes 3, on peut faire quelque chose. Je vous le dis, si quelqu'un sort tout seul la nuit, il va au film ou il va au café, quand il ne retourne pas, il l'attrape là-bas, il les habille comme... il les jette dans la rivière, il les fait comme il veut. Je vais à la gendarmerie, je lui dis, il y a quelqu'un que je pense, non, il y a quelqu'un qui m'a fait mal, il m'a cassé la gueule, quoi. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on verra. Eh ben, il faut attendre, on verra. C'est comme ça, c'est. On verra, c'est tout ce qu'ils disent. C'est pas bon. Il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. L'Ordre nouveau est un mouvement politique français nationaliste d'extrême droite dans le courant néofasciste qui utilise la croix celtique comme emblème. Il est composé d'anciens membres de l'OAS et du FEN, Fédération de l'étudiant nationaliste, des membres du GUT, Groupe Union Défense, qui aborde le même logo, qui avait pour mission de mettre en place une vitrine électorale par des actions concrètes afin de fabriquer un terrain pour ce qui deviendra ensuite le Front National dans la perspective des élections législatives de 1973. Marseille, le 25 août 1973. Un bus fou traverse une rue. À bord, un passager dément avait poignardé le chauffeur, Émile Gerlache, et blessé plusieurs personnes. L'assassin, un Algérien reconnu par la suite comme irresponsable par les psychiatres, est arrêté. Un vent de violence et de haine raciale souffle alors sur Marseille, malgré les appels au calme des élus locaux, du préfet de police et des ecclésiastiques. Pendant que certains s'interrogent, comme le comité de défense des Marseillais, ou se recueillent, comme les familles des victimes, d'autres, excités par des groupes d'extrême droite, passent déjà à l'action. Le soir du crime, un Algérien était abattu dans la rue à coups de 22 longs rifles. Le lendemain, un autre Algérien de 16 ans, Ladj Lounès, est abattu dans la rue également. Les enquêteurs avaient alors établi que le jeune garçon avait été tué par 4 balles tirées depuis une voiture. Devant ces ratonnades, l'opinion publique s'émeut. Les associations de travailleurs immigrés organisent des manifestations silencieuses. Et dernière phase de cette triste période, le 19 septembre, soit 3 semaines après le premier drame, le gouvernement algérien décide de suspendre l'immigration algérienne en France en raison de la situation précaire de ses ressortissants. Mais c'est à Marseille, à la fin de l'été, que la situation va éclater. Le futur sénateur Front National Gabriel Domenech est le rédacteur en chef du Méridional, un journal marseillais de droite, qui écrit alors « Nous en avons assez des voleurs algériens, assez des vandales algériens. Assez des fanfarons, assez des syphilitiques, assez des violeurs algériens, assez des macros algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens. » Dans le sillage des nostalgiques de l'Algérie française se développent des groupuscules d'extrême droite, comme le groupe terroriste Charles Martel, autoproclamé anti-arabe. Le 14 décembre 1973, à Marseille, le racisme va franchir un nouveau cap. C'est un acte ignoble qui vient d'être accompli, je ne trouve pas les mots pour le condamner. Voilà ce que vient de déclarer le consul général d'Algérie après l'attentat de Marseille. Je vous rappelle que ce matin, quelqu'un a lancé un pain de plastique de 10 kilos dans le hall du consulat d'Algérie à Marseille. Un premier bilan officiel fait état d'1 mort et de 23 blessés, dont 10 dans un état grave. D'après certains sauveteurs, plusieurs de ces blessés seraient même dans un état désespéré. Les infirmiers ont d'ailleurs procédé à des transfusions sanguines dans les ambulances sans attendre d'être arrivés à l'hôpital. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, pourquoi
Gaston Defferre, le député maire de Marseille, pense qu'il s'agit d'un attentat à la fois raciste et politique. On craint en tout cas de nouveaux incidents à Marseille, où vivent, je vous le rappelle, 50 000 Nord-Africains. 4 morts et 22 blessés, c'est le bilan de ces attentats revendiqués ouvertement par le groupe Charles Martel. L'affaire sera classée et enterrée, faute d'éléments suffisants. Les attentats contre les immigrés ne connaîtront pas de suite judiciaire en cette fin d'année. Il est difficilement pensable de dire que ce n'est pas un crime raciste. Est-ce que vous pensez que cela va avoir des conséquences? À plus long terme, non, si les pouvoirs publics prennent conscience qu'il faut punir le crime. Preuve est faite que lorsque le crime est impuni, eh bien, il se développe. Cet été, c'était des actions individuelles, on n'a pas retrouvé les auteurs. Et parce qu'on n'a pas retrouvé les auteurs, parce que ceux-là n'ont pas été châtiés, aujourd'hui, le crime devient plus important. Scandalisé, révolté, enragé, Yves Boisset tient un sujet qui sera son nouveau film, ce sera Dupont-la-Joie. Le réalisateur a déjà tourné 6 longs métrages et porte une réputation de franc-tireur engagé. Ancien assistant de Melville et de Sergio Leone, il est passionné de cinéma américain. Sensible au film à la narration simple et efficace, au sujet clair et à un montage énergique, c'est selon lui ça un bon film. Et ces films sont éminemment politiques. Le réalisateur s'est déjà attaqué à la guerre d'Algérie et il dénonce les camps disciplinaires. Il dénonce aussi les violences policières et les agissements du SAC, une milice au service des gaullistes. Avec son nouveau film, alors que 30 Algériens sont morts dans des agressions en 1973, c'est bien du racisme qu'Yves Boisset a l'intention de traiter. C'est ça qui est important, je crois, c'est que les gens apprennent à vivre ensemble, et là, on assistera non pas à la mort du racisme, ce serait souhaiter la mort de la bêtise, c'est pas demain la veille, mais peut-être à une possibilité d'intégration réelle et de cohabitation réelle entre les différentes races. Il prendra comme personnage principal un Français moyen, un monsieur tout-le-monde, Georges Lajoie, interprété par Jean Carmet. Patron d'un bistrot dans Paris, personnage apprécié de tous, cordial et généreux avec ses clients, pourvu qu'il ne soit pas noir ou trop chevelu. Un monsieur tout-le-monde, de la pire espèce, et avec comme seule idéologie la connerie quotidienne. Alors bon, qu'est-ce qui se passe encore? Encore une manif? Oh putain, si j'habitais un quartier ouvrier, au moins les mecs qui travaillent le jour et dorment la nuit nous font pas chier avec leurs pancartes. Ce genre de Français qui, pendant les vacances, partent sur la côte d'Azur via l'autoroute A6. Lajoie ira donc avec sa caravane flambant neuve et sa petite famille au camping Beau Soleil. Un camping de privilégiés, petits bourgeois qui va de l'entrepreneur à l'huissier en passant par le petit commerçant. Un camping des braves, comme ils se définissent eux-mêmes, plein de préjugés et de lieux communs où l'on est fier de sa charcuterie, de son pinard, sa caravane, son camembert et de son pays. De la bonne humeur et quelques blagues racistes ici et là qui donnent le sentiment d'être bien chez soi. Vous savez, les huissiers, hein, c'est comme tout le monde, nous avons nos bons, nous avons nos mauvais. Non, merci, là. Carla, viens manger. Dommage, on a qui c'est les nouveaux, là? Je l'ai regardé tout à l'heure. Ce sont des Italiens, je me suis renseignée. Mais il y a longtemps qu'ils habitent la France. Hein. L'essentiel du film se passe dans l'univers des vacances de Français moyens, c'est-à-dire dans un camping, un de ces merveilleux campings qui sont coincés entre une voie de chemin de fer et une autoroute, avec, dans le cas particulier, en prime, un immense chantier avec des bétonneuses, des marteaux, piqueurs, des défonceurs de sable, puisque en bordure de ce camping, on est en train de construire un immeuble magnifique, qui est un de ces nombreux immeubles qui sont un des plus beaux fleurons de la Côte d'Azur depuis quelques années. Ce sont des gens qui sont venus avec leur caravane, leurs chiens, leurs femmes, leurs enfants, et qui, à 5 heures de l'après-midi, sont de braves gens en vacances, et qui, à 10 heures du soir, sont des assassins. Georges Lajoie se transforme donc en violeur. L'honnête et respectable patron de café, qui a l'habitude de pincer les fesses de sa serveuse, en pince pour Brigitte, celle que tout le monde regarde du coin de l'œil parce qu'elle est jeune, libre et peut-être un peu trop frivole. Il finira par la tuer. Il va la rhabiller et transporter le corps de Brigitte dans un chantier où travaillent des bicots, comme il les appelle. Le choix du viol pour Yves Boisset n'est pas hasardeux. En France, les immigrés sont souvent considérés par l'extrême droite, mais aussi par la presse, comme des hommes sexuellement déviants. À une époque où la sexualité se libère, certains Français jugent plus simple d'accuser les étrangers que de se questionner sur l'origine de leur tension sexuelle. La découverte du corps de la jeune fille
va attiser la haine des braves gens du camping. Putain, ouais, si j'étais à sa place, j'aimerais tant dire qu'il s'en tirerait pas comme ça, les bougnous, là. De toute façon, la police est bien là pour s'en occuper. La police, Ouais, chouette, la police. Police, toi. On tue la fille de Colin, lui, il va se coucher, lui. Exactement. Vous ne savez pas ce que vous dites. La nuit, la police n'a pas le droit d'enquêter, ou alors il faut un mandat. Quel mandat? Dis donc, le mec, il a descendu sa môme, il en avait un mandat, lui. Autrement dit, on peut se faire tuer, hein, mais les assassins, faut pas les réveiller. Voyons, messieurs, laissez-lui le temps de faire son enquête. Faut dire qu'avec les Arabes, il n'est pas allé chercher bien loin. Bon, absolument, mais je suis absolument d'accord avec monsieur. Moi, j'étais pas au bal l'autre soir, mais on m'a raconté quand le Benzobi, il a emmerdé sa môme à Colin. Et merde, s'il est aussi fort que ça, pourquoi il les arrête pas tout de suite? Il faut faire confiance à la police. Elle a sûrement ses raisons. Oui, alors vous voulez que je vous ai dit ces raisons à la police? Quand ils ont affaire à des Arabes, ils les ont comme ça. Ça, les flics avec les Arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons. C'est vrai ça, Colin, quoi. C'est pas parce que les flics ont les jetons qu'on va laisser s'en tirer comme ça, le mec qui a bousillé ta môme, non? Raison. Ne les écoute pas, Colin, ne les écoute pas. Ouais, dis donc, hey, de quoi je me mêle, toi? Qui tu es, toi? J'ai dit simplement qu'il ne faut pas faire des conneries. La police, elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas... C'est ça, oui, alors on va laisser les bougnoules se tirer tranquillement pendant qu'eux, ils vont roupiller, c'est ça? Puis s'ils se tirent pour les retrouver, chapeau, des types qui ont tous la même gueule. Il a raison, Colin. Faut y aller tout de suite, sans ça, après il sera trop tard. Foutez-lui la paix, Dis donc, toi, Lorital, mais c'est toi qui fais la loi ici? Depuis quand? Tu vas pas nous apprendre ce que c'est que des félouses, non? Il s'est crapahuté pendant 4 mois, mon pote, figure-toi, dans les Djebel. Je sais ce que c'est, ces mecs-là. Ils tuent rien que pour le plaisir, figure-toi. Exactement. Si on les laisse faire, une môme, ils sont capables d'en tuer une tous les soirs. Pour Yves Boisset, il s'agit de montrer que le racisme ordinaire n'est jamais inoffensif et que les idées reçues peuvent collectivement tourner au drame. Et le choix de Jean Carmet pour interpréter Georges Lajoie n'est pas un hasard non plus. Le monsieur tout-le-monde du cinéma, le copain des spectateurs, comme il aimait lui-même se qualifier. Il fallait trouver un moyen de le véhiculer pendant 1h35 ou 1h40 avec les mauvais sentiments ou la vulgarité qu'il exprimait. Je cherchais, je ne dirais pas une excuse dans ces chromosomes, mais j'avais une volonté de savoir ce qu'il était avant et comment étaient ses parents et comment il avait été éduqué. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu de choses dans ma famille, j'ai tellement entendu de lieux communs, hein, et j'habitais dans un milieu extrêmement paisible et ce sont vraiment de très braves gens, mais j'entendais de tels lieux communs qui se sont avérés des lieux communs dangereux. Si j'avais pas eu la possibilité moi-même de me rendre compte du danger de certaines phrases, j'aurais certainement atterri dans une mentalité que je n'aimerais pas avoir. Lorsque Yves Boisset propose le rôle à Jean Carmet, l'acteur n'hésite pas une minute. Lui qui incarne en général des comédies franchouillardes bien populaires, il s'implique aussitôt dans le caractère du personnage. Il précisera avec humour à Yves Boisset qu'après ce film, il risque d'être pour un moment au chômage. Je suis un Français moyen, c'est-à-dire que j'ai mon physique, hein, sur lequel on ne peut pas... Évidemment, on ne peut pas passer sur son physique. Le cinéma est un art de naturel qui demande... qu'on doit faire sans phare. Enfin, c'est mon opinion à moi. J'ai pas un physique, bien sûr, j'ai pas un physique d'archevêque, j'ai plutôt un physique de curé de campagne. Alors, évidemment, je suis limité à certains emplois, mais Le physique de râleur, de pas méchant. Au contraire, j'évolue beaucoup. J'ai l'impression que depuis, par exemple, Le Grand Blond, avec Une chaussure noire, là, on m'a donné un peu de crédit. À partir de ce moment-là, je peux un peu décider de ma carrière. J'ai tourné des personnages très différents, souvent dans des milieux semblables. Et puis, j'ai tourné Dupont-Lajoie l'année dernière, hein, qui est un sous-homme, là. Là, justement, j'ai fait quelque chose, j'ai joué un personnage inquiétant. Le tournage commencera le 31 août 1974, dans une bonne humeur générale sur la plage de Saint-Égule, dans le Var. Mais l'équipe du film va être rapidement confrontée à l'animosité de certains habitants de la région qui ne voient pas d'un bon œil le thème abordé par le réalisateur parisien qui fait tant polémique. Et le camping, principal décor du film, est attaqué par le groupe extrémiste Charles Martel, à coups de grenades et de cocktails Molotov. Ce même groupuscule avait mené un attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973, provoquant la mort de 4 personnes. L'ambiance du plateau donc devient très stressante, mais l'équipe du film ne sera pas au bout de ses peines. Au casting du film, plusieurs comédiens, dont les acteurs maghrébins et le célèbre comédien Mohamed Zinet et Abderrahmane Benkloua, dorment dans un hôtel à Toulon.
C'est à Toulon qu'Abderrahmane Bencloua sera agressé par 4 hommes qui le frapperont et le matraqueront et lui tireront dessus. Très gravement blessé, le crâne fracturé, le comédien ne reprendra pas le tournage. Témoignage d'Yves Boisset. Un hôtel dans lequel on logeait les comédiens arabes, on avait été prévenu qu'on allait loger chez lui les comédiens. Et le patron de l'hôtel, c'était un hôtel tout à fait moyen d'ailleurs, mais le patron de l'hôtel était tout fier et tout à fait ravi d'accueillir les acteurs. Et quand il a vu arriver, il se trouve que par un hasard de train et d'avion, ceux qui sont arrivés les premiers dans son hôtel, c'était les 4 comédiens arabes. Alors il était descendu avec sa plus belle cravate et son plus beau gilet dans le hall de son hôtel. Et quand il a vu arriver les 4 comédiens arabes, il a dit au régisseur, « Quoi, c'est ça vos comédiens ? Ah ben alors là, vous pouvez les ramener, hein, parce que ici, c'est pas un hôtel à Bico. Hein. » La carte de travail, c'est le problème justement de centaines de milliers de travailleurs qui venaient ici, ce qu'on appelait des touristes, mais qui étaient en fait des travailleurs, mais qu'on laissait rentrer sans carte de travail pour pouvoir les faire travailler avec des salaires dérisoires et pour pouvoir les licencier quand on n'a plus besoin d'eux. Et ça permet justement aux patrons, surtout aux petits artisans qui les embauchent, de les payer à un salaire vraiment très, très, très bas, avec des possibilités de les jeter quand ils veulent. Et dans la réalité, ça se passait comme ça? Dans la réalité, ça se passe comme ça. Et surtout, ça permettait aussi de maintenir toute une armée, une armée de réserve pour les patrons. C'est chaque fois que l'économie monte, ils peuvent faire travailler ces ouvriers, et quand ils n'ont pas besoin d'eux, quand il y a des conditions qui ne sont pas très bonnes, eh bien, ils peuvent les jeter sans indemnisation, sans rien du tout. Et aussi ça leur permet de maintenir les travailleurs divisés entre eux, parce que ceux qui n'ont pas de carte de travail, ils sont prêts à travailler pour un salaire très, très dérisoire, alors que ceux qui ont la carte de travail, ou même des ouvriers français, eux, ils n'acceptent pas ce salaire. Tandis que maintenant, tous les travailleurs qui ont lutté sur la carte de travail ont imposé, beaucoup d'entre eux ont imposé la carte de travail, on ne peut plus les exploiter comme avant. Et là, ça permet d'unir tous les travailleurs et de ne plus maintenir cette division entre ceux qui avaient la carte et ceux qui n'avaient pas la carte, les immigrés d'un côté et les Français de l'autre. Malgré toutes ces épreuves et la difficulté du tournage, arrive la difficile étape du montage. Yves Boisset doit affronter la commission de censure. Il s'agit d'un passage obligé pour un réalisateur qui avait dû précédemment défendre quelques-unes de ses œuvres, comme L'Attentat, RAS ou Un Condé, que le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, tenta d'interdire en 1970. En visionnant Dupont-la-Joie, la commission parlera, comme le rapporte Yves Boisset, d'un film imprégné d'un racisme anti-français. Yves Boisset doit alors faire un choix difficile. Il a tourné 2 fins différentes de son film. L'une où Georges, ivre dans son bar, se vante d'avoir cassé la gueule à 15 maghrébins, puis le frère de Saïd entre dans le bar et tue Georges Lajoie. L'autre version, personne ne rentre dans le café, la vie continue comme si de rien n'était. Pour aider sa décision, Yves Boisset organise une projection privée, une projection test, avec les 2 fins possibles devant un public d'ouvriers. L'une des 2 fins provoque de vifs débats dans le public, ce que recherche le réalisateur. Il fait donc son choix. C'est pas des bons souvenirs, hein? Ah, ça, les Arabes, alors on peut dire qu'ils nous les ont gâchés, nos vacances. Les Arabes. Les Arabes, on leur a montré ce qu'on savait faire, tiens. Au Bougnoul. Les fumiers, ils savaient qu'on avait compris que c'était eux. On leur a foutu une de ces branlées. Et ils étaient combien? C'était une quinzaine. Et vous étiez combien? C'était 3-4, quoi. Faut le faire. Il faut ça. Tu les avais vus cavaler, moi. Chier dans leur froc, les bicots. On leur a foutu une volée, quoi. On leur a montré. C'était nous les patrons. La commission de censure demande l'interdiction au film pour les moins de 16 ans. Tout ça pour 2 plans. Le sexe d'Isabelle Huppert pendant la scène de viol et le crâne de Saïd, victime de l'agression, qui heurte le sol. Pour sauver son film, Boisset va contourner la censure et va entailler la pellicule au début de chacune des séquences censées être retirées. Mais il va les laisser intactes, et aucune image n'a été retirée. Le film qui sort est en réalité le même que les censeurs ont censuré. Dupont-la-Joie, film d'1h40, remonté en un film d'1h40, sortira dans les salles le 26 février 1975 sous la classification interdit aux moins de 13 ans. Il sera mal accueilli par le public français, qui le juge trop manichéen. Le film n'arrivera pas à convaincre les spectateurs et pour le moment ne fera pas recette. Mais il fera polémique. C'est ce que voulait Yves Boisset, faire débat, faire parler
élever la discussion en provoquant et en appuyant le cliché pour la bonne cause, comme il dira. Dupont-Lajoie, Yves Boisset, un mot de chacun là-dessus. Ah oui, non. Gilles Jacob? Non, moi je suis de l'avis inverse de monsieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je le trouve caricatural, mais... Bon, Michel Mort? Oui, aussi, c'est un peu caricatural, mais c'est amusant. Georges Charançol? Tout au moins aussi, là, le début. Un mot chacun, Charançol? Le mot caricatural dit un minimum d'esprit, et alors que c'est un film d'une telle bêtise, d'une telle vulgarité, que le mot caricatural ne saurait le caractériser. Pardon, non, je voulais dire simplement un mot sur Dupont-Lajoie. Ah mais attends, quel âge tu as? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Non, mais j'ai plus de 13 ans, j'ai pu voir le film. Et je voudrais vraiment dire un mot sur Dupont-Lajoie. Je trouve que c'est totalement une honte que vous trois, messieurs, vous criez contre Dupont-Lajoie, parce que c'est un film qui est absolument nécessaire. Il fallait cette caricature dans le film, parce que si ce n'avait pas été une caricature, ce film aurait été lamentable. Et mais il l'est. Laissez-le parler. Il se serait perdu dans des considérations ridicules, comme on en a déjà vu au cinéma. Laissez-le parler, Charançol, je vous tue. Bon, il fallait cette caricature. Bon, sinon ce n'est pas un film extraordinaire, c'est pas Visconti ni Orson Welles, c'est simplement Yves Boisset, mais Yves Boisset qui dit quelque chose de très très juste. Bon. Et moi je trouve qu'il faut absolument le voir. Contrairement à ce que dit Jean-Marie Le Pen, le film n'est pas du tout encensé par la presse qui émet plutôt des critiques négatives. Le directeur du cinéma Pathé à Clichy retirera le film de sa salle, prétextant que le film attirait beaucoup trop d'Arabes. Mais la polémique donnera au film un élan publicitaire qui fera décoller les ventes. Le film deviendra donc un succès après ses débuts mollassons et sera au box-office des salles pendant plus de 8 semaines et cumulera près d'1,5 million d'entrées. Son titre, Dupont-Lajoie, deviendra une expression commune pour désigner celui qu'on appelle le beauf. Les critiques, qui considéraient que le scénario du film est invraisemblable, Yves Boisset leur répond que les drames survenus durant le tournage, eux, sont parfaitement réels. Le film cristallise donc l'actualité, et bien que provocateur et très simpliste, il est sans complaisance et fabrique sa propre thèse et antithèse. Il en devient inévitable. On ne peut pas passer à côté de Dupont-Lajoie. Car que l'on soit pour ou contre, que l'on juge le propos abusé ou pas, l'actualité française, elle, le valide. Et ce, dans notre quotidien d'aujourd'hui. La réalité rattrape la fiction et fait perdre l'équilibre à tous ses détracteurs. Il suffit d'attendre. Mais il faut rappeler qu'en 1973, le discours dominant des politiques de l'époque était de ne pas parler du racisme. Ce qui est redoutable dans le film que Boisset tend aux spectateurs, c'est la réalité dans laquelle il nous immerge. Les événements sont filmés caméra à l'épaule, aidés par une image crue et naturaliste, le tout dénué de musique. Dans cette séquence, Boisset suit le repas comme on filmerait un repas entre amis avec un caméscope. Et il capture ainsi, avec un naturel confondant, des personnages qui deviennent à cet instant des gens profondément identifiables, humains, normaux et quotidiens, en tout cas très loin d'être des pantins caricaturaux. C'est une évidence car aussi énorme que soit le trait, ces gens existent bel et bien. Il est parti se coucher? Oui, on va peut-être manger quelque chose. Ah non, merci, non, moi jamais d'accord. Si, tiens, vous Non, mais j'ai dîné, écoutez. C'est vous qui l'avez apporté? Je vais goûter pour faire plaisir. Quand on va faire le régime à ton âge, quand même. Non, c'est bon, elle est bonne. Ça te plaît? Ça va. Monsieur Georges, vous avez tout ce qu'il faut là, vous n'avez pas de papier. Je crois que je vais aller me coucher. Tu vas te coucher? Je suis fatiguée. Bonsoir, alors ça, les jeunes. Alors, mamie. C'est incroyable. Au revoir, papa? Chez nous, quand on était plus jeunes, c'était extraordinaire. On était toujours Elle est roulée la môme, hein. Le résultat est la quasi-retranscription d'un film de vacances. Lieux, personnages et activités sont connus de tous ceux qui sont déjà partis au moins une fois en vacances au bord de la mer. Impossible de ne pas s'identifier à ces anti-héros qui nous rappellent les gens que nous croisons durant ces quelques jours dans l'année où nous partons en vacances et avec qui nous avons déjà échangé un verre. Cette mise en scène est alors puissamment introspective, montrant comment le français lambda, le monsieur tout-le-monde, nous, peut se transformer en monstre dans un cadre censé être idyllique et amical. Alors que seul l'inspecteur chargé de l'enquête semblait un tant soit peu objectif, doué de raison et représentatif des propos du réalisateur, Boisset fusille la justice. L'homme de loi accepte finalement la soumission que lui imposent ses supérieurs, récupérant au passage une promotion de commissaire. Bien qu'en désaccord total avec l'ordre de cacher les faits et d'éviter ainsi des flambées de violence, il se plie au système et fait passer sa personne en premier plan. J'ai donné ma parole d'aller jusqu'au bout de cette enquête. Et j'irai jusqu'au bout.
Monsieur Boulard, votre attitude est-elle bien raisonnable? Je me suis laissé dire que votre nomination au grade de commissaire était imminente. Par ailleurs, n'oubliez pas que sous un régime moins libéral que le nôtre, on n'hésiterait pas à vous retirer immédiatement la direction de cette enquête. Alors, qu'en pensez-vous? À titre personnel, je pense que c'est parfaitement dégueulasse. À titre officiel, je ne pense à rien. Qui peut sauver ce film profondément pessimiste sur la nature humaine? Léon, le fils de Georges Lajoie, est la seule solution proposée par le réalisateur. Écœuré par les agissements de son père et de ses amis, il préfère partir en Italie, rejoindre ses amis et poursuivre sa vie, loin de ses parents et de leur petite vie parisienne derrière le bar. La jeunesse est ici, pour Yves Boisset, la seule solution, la seule échappatoire à une société engluée dans ses valeurs haineuses et incapable d'évoluer. Tu es devenu muet? Mais qu'est-ce que t'as pour que tu prends ta valise? Eh bien, tu vois, je m'en vais. Mais moi aussi, mon chéri, tout le monde s'en va. Oui, mais cette fois, on part pas ensemble. Je ne rentre pas avec vous. Qu'est-ce que tu nous prépares, toi? Bonsoir, maman. Je te donnerai de mes nouvelles le plus souvent possible, je te le promets. Toi, je t'en veux pas. Je sais que tu peux pas faire autrement. C'est pas vrai, Léon, tu vas rentrer avec nous. Non, maman, non. Maintenant, c'est fini. Je ne veux plus vivre avec vous. Mais où vas-tu? Monsieur Ligorelli m'a proposé une place dans sa voiture. Je pars avec lui. Pour finir son film, le réalisateur recourt à un plan qui paraît tout d'abord obsolète, mais qui fait finalement sens si on veut y voir la volonté du metteur en scène. Le frère de Saïd, l'un des Algériens victimes du lynchage, fait surface dans le bar de Monsieur Lajoie et le tue à l'aide d'un fusil de chasse, ce dernier ayant échappé à toute poursuite. D'un côté, on peut y voir la volonté de Boisset d'aller jusqu'au bout du thème abordé par son film, de montrer que racisme et rejet amènent au final plus de violence, faisant entrer la France dans un cercle d'animosité et de violence interminable où la fissure ne fera que s'agrandir. D'autre part, on peut également penser que le réalisateur lui-même tient ce fusil et tire sur le commerçant. Le metteur en scène montre son ras-le-bol des injustices qui gangrènent le pays. Lui n'accepte pas que Dupont-Lajoie s'en tire après ce qu'il a commis, il n'accepte pas que les faits soient passés sous silence et que le bourreau soit libre de continuer à vivre sans en être inquiété. Boisset reprend alors complètement contrôle de son film, imposant son point de vue dans ce dernier plan iconique à la violence froide et tout autant bestiale. Je vais terminer cet épisode en citant l'inspecteur Boulard, interprété par Jean Bouise, le presque héros du film, démontrant qu'au-delà du racisme, c'est toute une humanité que le film de Boisset prend à partie. L'intelligence a des limites, mais la connerie, croyez-moi, elle n'en a pas. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bello.